Dans cette partie de l'entretien, Bernard de Montréal explique le processus de réflexion et comment il peut bloquer ou fracturer l'information reçue. Il mentionne que la pensée humaine a un taux vibratoire qui est inférieur à celui de la communication avec les circuits universels. Lorsque l'homme est en communication télépathique avec ces circuits, la pensée différenciée cesse d'exister car elle n'appartient plus à l'ego. L'ego colore la pensée avec ses émotions tant qu'il peut la reconnaître comme est ancienne. Mais lorsque la pensée est formulée sans l'intervention de l'ego, elle change de statut et devient universelle, avec une conscience et une force qui la régissent. Cela nécessite que l'ego s'habitue à être pénétré par cette énergie universelle, soit directement, soit à travers d'autres personnes. Ainsi, l'homme vibratoire résonne avec cette énergie plutôt que de raisonner avec sa propre raison. Cela crée une différence fondamentale entre l'homme conscient, vibratoire, et l'homme inconscient, réfléchi, car l'homme conscient résonne avec une énergie qui fait partie de sa lumière et qui lui permet de se dissocier des mécanismes de sécurité de l'ego. En résumé, l'homme conscient est celui qui résonne avec cette énergie universelle, tandis que l'homme inconscient est celui qui résonne avec son ego. Lorsqu'un individu est mis en vibration par sa source, il n'y a pas de danger. Cependant, s'il entre en contact télépathique avec d'autres plans qu'il considère comme sa source, il peut rencontrer des problèmes. L'astral ne possède pas la même gestion parfaite que la source et peut induire des illusions spirituelles chez l'individu, ce qui peut entraîner des dangers psychologiques. Par exemple, si une personne se lance dans des pratiques occultes sans avoir une compréhension claire des lois et des limites, elle risque de perdre le contrôle de son évolution psychologique. Les sciences ésotériques, hermétiques et paranormales qui ne sont pas intégrées au fonctionnement naturel de l'homme représentent un danger potentiel pour son identité, sa pensée et ses contacts télépathiques. Il est donc important que l'homme comprenne véritablement ce qui se passe avec ces disciplines et évite de s'y aventurer sans une connaissance adéquate. Il est possible de juger si une personne est affectée par ces sciences en observant comment elle se comporte dans la vie quotidienne, notamment dans ses responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Certaines sciences ésotériques ou marginales peuvent être dangereuses pour l'équilibre psychologique d'une personne. Si elle perd le contrôle, elle peut finir par perdre le contrôle de sa vie quotidienne, de sa famille, de son travail, et être considérée comme une personne instable. Il est conseillé de mettre de côté ces sciences et de se tourner vers des pratiques plus sûres, comme aller à l'église. Beaucoup de personnes sont victimes de ces sciences marginales et sont astralisées, c'est-à-dire mises en vibration par des plans ou des entités astrales, ce qui compromet leur équilibre. Il est important de critiquer de manière objective ces études ésotériques avant de se lancer dedans. L'ouverture à soi-même et le contact avec son intelligence et sa source doivent être privilégiés avant de bénéficier réellement de ces sciences marginales. Le contrôle n'est pas un signe de conscience, c'est simplement un état de conscience plus éveillé. Certains individus sont proches de leur esprit, mais cela ne signifie pas qu'ils sont réellement dans leur esprit. Rencontrer des personnes qui sont véritablement dans leur esprit est un moyen de savoir si l'on est réellement proche de son esprit. Dans cette discussion, BDM parle de l'évolution des êtres et de la nécessité de s'ouvrir à de nouvelles connaissances et à une conscience supramentale pour progresser. Il explique que certains individus ont déjà atteint ce niveau de conscience et sont capables d'accompagner ceux qui ont une connaissance académique dans leur évolution. Il insiste sur le fait que contenir la conscience est essentiel pour éviter les conflits d'ego et faciliter l'échange avec ceux qui ont une connaissance plus traditionnelle. Il souligne également que certains compensent leur manque de connaissances académiques en se tournant vers la spiritualité, mais cela peut être problématique s'ils développent un sentiment de supériorité. L'auteur souligne que ceux qui sont plongés dans l'ésotérisme ont tendance à développer de l'orgueil et de la vanité, ce qui se manifeste dans leur façon de parler. Cependant, il souligne également que les personnes qui ont cherché à acquérir une expertise dans un domaine quelconque, qu'il soit profane ou élitiste, méritent d'être respectées car elles apportent quelque chose de valable dans le monde. Ensuite, lors d'une discussion sur la conscience et l'intelligence, il explique que la plupart des gens ne sont pas habitués au jeu de l'intelligence et ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'intelligence de l'esprit. Il ajoute que la plupart des gens ne connaissent que leur intelligence réfléchie et la connaissance, mais ne comprennent pas comment l'esprit fonctionne et interagit avec le monde matériel. Il explique également que lorsque l'on a une communication avec l'esprit, il parle dans des registres qui nous sont familiers pour tester nos croyances et briser nos formes de pensée limitées. Il souligne qu'en tant qu'être humain et spirituel, nous avons tendance à prendre pour acquis les informations ésotériques ou prophétiques, sans remettre en question leur véracité. Cependant, avec le temps,
nous en venons à comprendre quelles sont la source et non simplement des protecteurs extérieurs, et nous commençons à fracturer ces formes de croyances limitantes. Il souligne également la différence entre la lumière et l'astral. La lumière nous amène à voir la vérité, tandis que l'astral nous maintient dans l'illusion. Il explique qu'avec le temps, nous en venons à réaliser que la lumière a toujours raison, tandis que nous, en tant qu'êtres humains, ne sommes jamais assez intelligents pour avoir toujours raison. Cependant, en intégrant la lumière, nous finissons par avoir toujours raison, c'est-à-dire avoir raison de la lumière elle-même. En résumé, l'auteur souligne l'importance de respecter ceux qui ont acquis une expertise dans leur domaine et met en garde contre l'orgueil et la vanité qui peuvent accompagner l'ésotérisme. Il souligne également que l'intelligence de l'esprit est souvent méconnue et que nous avons tendance à prendre pour acquis les informations ésotériques sans les remettre en question. Enfin, il souligne la nécessité de fracturer nos croyances limitantes et d'intégrer la lumière pour avoir toujours raison de celle-ci. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle du phénomène où les individus qui ne sont pas connectés à leur propre lumière et conscience cherchent à se nourrir de la source d'autres individus plus conscients. Il explique que les personnes conscientes sont perçues comme des référents et des guides car la conscience créative coule à travers elles. Cependant, être constamment en relation avec des individus inconscients peut être épuisant et fatigant pour les êtres conscients. Ils sont constamment en travail pour transmuter les énergies et égrégores des autres qui ne sont pas capables de prendre en charge leur propre conscience. Il souligne donc l'importance pour les individus conscients d'être sélectifs dans leurs relations afin de préserver leur propre énergie et pouvoir se reposer. Il précise également que si les individus inconscients pouvaient transmuter leurs égrégores instantanément grâce à leur relation avec les êtres conscients, le problème ne se poserait pas. Lorsqu'un individu se sent trop captivé par un groupe ou une activité, serait-il possible pour lui de gérer cette fatigue de manière à ne pas avoir à se couper complètement? Serait-il permis à un individu conscient d'avoir le contrôle sur le rythme des intrusions dans sa vie de la part des autres personnes inconscientes qui cherchent quelque chose chez lui? Selon la personne interviewée, un être conscient ne peut pas éviter d'être traversé par cette énergie et ne peut pas déconnecter sa conscience du monde dans lequel il travaille. Cependant, il est possible de maintenir cette conscience en relation avec les autres que si ces derniers sont capables d'enclencher un autre niveau. L'analogie du relais olympique est utilisée pour illustrer ce concept. L'initié court et passe le bâton au prochain coureur, mais si ce dernier n'est pas prêt à le prendre, l'initié ne peut rien faire et quitte la piste. La désignation du prochain membre du relais dépend de nombreux facteurs, tels que le rôle de l'initié, son plan de travail, son statut universel, etc. Il n'y a aucun lien avec l'effort ou le mérite. Le terme fusion est utilisé pour décrire l'événement cosmique actuel sur Terre dans lequel les forces du mental et de l'âme se soudent. La fusion est un processus évolutif de l'humanité, et la durée nécessaire pour que les individus se fusionnent varie. L'homme conscient de demain sera un être fusionné à différents niveaux. Ainsi, l'objectif principal est d'être conscient, car plus la conscience est grande, plus la fusion accompagne cette conscience. Dans cette discussion, il est question de la connexion entre la source et l'homme, ainsi que de la conscience et de l'intégration de l'énergie de la conscience. Certains individus sur Terre sont en train d'intégrer cette énergie en transmutant les égrégores, c'est-à-dire les habitudes de pensée et les schémas mentaux. L'objectif est de dominer ces égrégores pour pouvoir se connecter vibratoirement avec d'autres individus et ainsi créer collectivement. La conscience est donc essentielle pour l'homme afin de se sentir en harmonie avec lui-même. Les entités astrales sont des égrégores vivants dotés d'une mémoire, tandis que les égrégores peuvent être le résultat complexe de diverses perceptions émotionnelles. Ces égrégores peuvent être formés à partir des vestiges de l'âme, des parties inachevées de l'expérience de l'âme ou des expériences qui laissent des traces de frein. Les entités astrales, quant à elles, sont des âmes astrales capables de créer des discordances, de jouer avec la pensée et de manipuler l'homme. Chercher à comprendre ne nécessite pas toujours d'être connecté à un égrégore, cela peut simplement être une ouverture de l'esprit pour tenter de voir et de sentir par le mental. L'objectif est de se laisser pénétrer par la vibration sans chercher à tout savoir intellectuellement. Le protagoniste de la discussion affirme que, pour lui, regarder quelque chose ne signifie pas forcément comprendre, mais plutôt être ouvert à recevoir une certaine vibration. Comprendre, selon lui, implique une analyse cognitive qui est basée sur des références psychologiques sécurisantes mais sans véritable intelligence. Il compare cette approche analytique à la nécessité de toujours parler avec les autres, soulignant que parfois il est préférable de recevoir l'information par vibration intense.
Il explique que l'astral intervient lorsque l'ego tente de contrôler et conditionner cette vibration pour la satisfaire. L'évolution du jeu égoïque vers un jeu qui s'exprime de manière transparente et non menaçante pour son environnement dépend de la conscience de l'individu et de l'absence d'illusion et de territorialité dans cette conscience. En fin de compte, il affirme que l'homme conscient n'a pas besoin de territoire pour affirmer son identité, contrairement à l'homme inconscient qui se sent menacé dans son espace. L'identité de l'homme inconscient est liée à son besoin d'avoir un territoire, c'est une partie de son expérience et de son âme. En revanche, l'identité de l'homme conscient est de ne pas avoir de territoire et d'être transparent, sans limite. En apprenant les langues et en voyageant, l'homme conscient adopte la terre entière comme son territoire. Les orientaux et les mystiques ont donné une perception de cela, mais ont limité les gens à des méditations immobiles. L'être conscient n'a pas besoin de se définir par une identité ou un type psychologique, il est transparent. L'homme est sur Terre pour créer des civilisations, c'est la base de la prêtrise de l'intelligence. Dans le futur, nous découvrirons des civilisations dirigées par les grands prêtres de science. Il faut dépasser le matérialisme et les idéologies spirituelles pour évoluer. Critiquer nos ancêtres, qui ont mis leur vie en jeu pour l'humanité, à cause de notre orgueil spirituel est un grave défaut. La connaissance ésotérique et les sciences sont désormais accessibles à tous, mais nous devons nous remettre en question et apprendre. En comprenant nous-mêmes, nous pourrons étudier de manière objective des figures comme Rousseau, Ben Gourion et Gandhi, et analyser leur impact sur l'humanité. Dans ce discours, l'orateur affirme que pour comprendre réellement la politique mondiale et l'évolution de l'humanité, il est nécessaire d'analyser les actions et la fonction de différents leaders tels qu'Hitler, Chamberlain, Churchill et Bush. Il soutient également que la compréhension de la fonction des mouvements islamiques et juifs dans le monde est essentielle. Cependant, il estime que l'homme doit d'abord s'occuper de son propre développement spirituel avant de pouvoir apporter une contribution significative au monde. Il affirme que les ésotéristes sont souvent les plus orgueilleux et que la simplicité et l'humilité sont nécessaires pour percevoir la vérité à travers les différentes dimensions. Il rejette l'idée que les plans spirituels puissent tromper l'homme et met en garde contre l'orgueil spirituel des entités astrales. Il suggère que c'est la matière qui est le véritable lieu de connexion avec la lumière et l'évolution, et que les plans astraux ne sont que temporaires pour les âmes. Dans cet extrait d'une conversation avec Bernard de Montréal, il est abordé le sujet des croyances et de leur impact sur l'humanité. On mentionne que les entités astrales vont tenter de manipuler les humains à travers des voyants, des channelings et d'autres moyens afin de masquer la vérité. On souligne le danger de la croyance, qui est basée sur le besoin d'accéder à une vérité, mais qui peut conduire à des conflits politiques et religieux. Les croyances sont considérées comme une vertu. Des individus qui n'ont pas d'identité propre et qui se perdent dans les territoires des autres. Enfin, l'extrait se termine sur une note humoristique, où Bernard de Montréal exprime son désir de donner une claque à un hindou qui demande si tout est clair.